Et nous allons donc tout de suite, mesdames et messieurs, entamer notre sujet pour ce matin, comme on l'a annoncé au début de l'émission qui concerne le déroulement de la visite du roi Salman en Égypte. Rappelons juste que l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont convenu mercredi de construire un pont sur la mer Rouge, reliant les deux pays, un projet extravagant qui vient une nouvelle fois illustrer le soutien apporté par Riyad au régime du président Abdel Fattah el-Sisi. Le projet a été dévoilé par le roi Salman d'Arabie Saoudite au deuxième jour de sa visite au Caire, peu avant la signature de plusieurs accords pour une valeur totale de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous allons voir tout d'abord un commentaire concernant cette visite et tout de suite après on entame notre interview avec notre invité, monsieur l'ambassadeur Mohamed. Je me suis mis d'accord avec mon frère, son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, pour la construction d'un pont entre nos deux pays. C'est ce qu'a indiqué le roi d'Arabie lors d'une conférence de presse. Cette décision historique qui va relier les continents africains et asiatiques est un saut qualitatif et qui va augmenter les échanges commerciaux entre les deux continents à des niveaux sans précédent. C'est ce qu'a souligné le monarque. M. el-Sisi a ensuite proposé que le pont porte le nom du roi Salman Ben Abdelaziz. Auparavant, il avait remis au monarque la plus haute décoration conférée par l'État d'Égypte, l'ordre du Nil. Les deux chefs d'État ont ensuite assisté à la signature de 17 accords et mémorandums d'accords. Parmi les projets annoncés figure la construction d'une centrale électrique à l'ouest du Caire d'une valeur de 100 millions de dollars, ainsi que la construction de 9 complexes résidentiels dans la péninsule du Sinaï pour un coût total de 120 millions de dollars, selon un communiqué gouvernemental. Les deux parties ont également signé un accord de 250 millions de dollars pour la création d'une université Salman Ben Abdelaziz dans la ville Al-Tour, dans le sud du Sinaï. L'ambassadeur saoudien au Caire, Ahmed Qattan, a indiqué pour sa part sur Twitter que des accords d'investissement des montants surprenants seraient également signés samedi. Dans la soirée, le monarque a rencontré le cheikh Ahmed Al-Tayyib, grand imam d'Al-Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération et la coordination pour propager un islam modéré et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, selon un communiqué de l'institution. Et on entame tout de suite, chers téléspectateurs, notre interview avec monsieur l'ambassadeur Mohamed El-Noukali, ancien ambassadeur de l'Égypte en Libye, et au Togo. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors, comme on voit et comme c'est tout à fait clair pour tout le monde, cette visite est d'une importance cruciale pour l'Égypte. Pourquoi elle est tellement importante, cette visite? C'est une visite très importante parce que elle survient dans un temps crucial pour le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient maintenant, actuellement, il y a une trêve en Syrie, une trêve qui n'est pas tellement respectée, mais il y a des pourparlers pour la paix. En même temps, au Yémen, il y aura des pourparlers dans quelques jours pour restaurer la paix au Yémen. Et c'est un moment d'effervescence dans le Moyen-Orient. Et le soutien de l'Arabie Saoudite pour l'Égypte, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. L'Égypte maintient des relations historiques et très anciennes. Le roi de l'Arabie Saoudite, c'est pas un chef arabe, ça c'est un chef spirituel. Il a une position spirituelle spéciale, surtout dans les cœurs des Égyptiens. Il faut savoir des relations dans le contexte. Il y a plus d'1 million d'Égyptiens qui travaillent en Arabie Saoudite. Il y a à peu près 1,5 million de Saoudiens, de familles qui sont en Égypte. Il y a tous les ans 1,5 million d'Égyptiens qui vont pour faire la Umrah et le Hajj. Alors, ce sont des relations complexes et il y a beaucoup de relations. On ne peut pas oublier le soutien de l'Arabie Saoudite pour l'Égypte après le 30 juin. Et puis encore, ça donne l'envergure de la... c'est-à-dire cette visite, elle est importante. On dit que c'est la première visite du monarque saoudien, mais c'est pas la première parce qu'il est venu pour l'investiture du président quand il était prince héritier de l'Arabie Saoudite. Et puis il est venu en mars dernier pour Sharm el-Sheikh.
Alors il y a des relations multiples, et puis les deux chefs, ils se connaissent très bien parce que le président Sissi, il était attaché militaire à Riyad, et dans le temps où le roi était l'émir de Riyad. Alors il y a une connaissance, et puis les deux, ils étaient ministres de la Défense. Alors il y a beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup d'espace d'entente entre les deux chefs d'État. Alors cette visite, elle vient dans un moment où l'économie égyptienne, elle connaît un peu de difficultés. Ça lui donne une bouffée d'oxygène, un coup de main très apprécié et appréciable. Mais le gros du travail reste aux Égyptiens. C'est les Égyptiens qui doivent vraiment développer leur pays. Bon, concernant, monsieur l'ambassadeur, le nombre d'accords qui a été signé, la visite a été quand même annoncée il y a peut-être une semaine, c'est-à-dire elle ne date pas depuis longtemps, l'annonce de cette visite, et malgré cela, 17 accords de coopération ont été signés entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Donc comment ces accords ont pu être préparés en novembre dernier, novembre 2015, il y avait la réunion du Haut Comité égypto-saoudien. Le Haut Comité égypto-saoudien a décidé de créer le comité de coordination égypto-saoudien. Ce comité de coordination, depuis novembre, sous l'égide du ministère de la coopération internationale, ils ont élaboré tous ces contrats, tous ces accords. Alors ces accords, ce sont sur un plan économique, un plan il y a eu des études de faisabilité. Ce ne sont pas des fonds qu'on donne au gouvernement, mais ce sont des fonds qui sont destinés à des projets précis avec des études de faisabilité, et ce qui fait que ça va booster l'économie égyptienne. En plus, il y a un accord pour financer l'approvisionnement de l'État égyptien pendant 5 ans dans les carburants. Je crois en 15 ans, avant 5 ans, on aura le gisement gazier de Zahar qui va commencer à produire. Et je crois que ça, c'est un coup de main très appréciable et apprécié du royaume. Parmi les accords signés, il y a un accord sur la construction d'un pont reliant l'Égypte à l'Arabie Saoudite et qui passe sur la mer Rouge. Oui, ça c'est un projet qui a été discuté du temps du président Moubarak. Il a été très discuté, mais il y avait des contraintes concernant l'environnement, concernant l'impact que ça aura sur la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Mais je crois que ça sera vraiment, comme l'a qualifié le monarque saoudien, ça sera un saut qualitatif dans les relations, parce que ce pont-là, il va lier l'Afrique et l'Asie, c'est-à-dire le continent africain et le continent asiatique, et il y aura un accès direct entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ce qui va faciliter, ça aura un impact très positif pour le commerce, pour le transport et pour le déplacement. Alors, ce projet, on n'a pas eu beaucoup de détails sur le projet, mais ça, c'est pas un nouveau projet, mais maintenant, il y a une volonté politique, parce que le projet, il existait, il n'y avait pas une volonté politique. Actuellement, elle s'est accentuée, et je crois que maintenant, la balle, c'est dans le camp égyptien, et nous, on doit profiter de ce momentum pour pousser les choses. C'est-à-dire que cette visite, le président, il a remis à Sa Majesté, il lui a remis l'ordre du Nil. Ça, c'est la plus grande décoration conférée par l'État égyptien. C'est un signe de gratitude, un signe d'admiration. Bon, monsieur l'ambassadeur, demain, le roi Salman annoncera un discours devant le Parlement. Et hier ou avant-hier, il a rencontré le pape Tawadros de l'église catholique égyptienne et le Cheikh Ahmed Al-Taïb également. Quelle est l'importance de ces visites et quelle est la signification de ces entretiens? C'est-à-dire ça donne beaucoup de signaux qu'il y a un changement dans le régime saoudien. Maintenant, eux, normalement, les visites, il n'y a pas de visite, il n'y a aucun monarque saoudien qui a une visite de 5 jours. 5 jours, c'est très long. Alors, et puis, la rencontre avec le Cheikh Lazar, avec le pape Tadros II, ça c'est très important parce que ça souligne la solidarité pour le peuple égyptien, musulman et copte. Et en plus, ça, c'est sans précédent d'avoir je crois que
Il n'y a pas eu un président ou un chef d'État qui s'est prononcé devant le Parlement égyptien, à moins que peut-être le colonel Kadhafi. Mais à part ça, ça c'est la première fois que c'est adressé. Et ça c'est un signe d'appréciation, c'est un signe de reconnaissance de la légitimité du Parlement et c'est un soutien très clair pour l'Égypte. Mais malgré ces excellentes relations entre les deux pays, il y a toujours des points de divergence concernant surtout les conflits au Yémen et en Syrie. Alors quel est votre commentaire? Non, mais une relation saine doit avoir beaucoup de divergences, doit avoir beaucoup de différences de priorités. Mais on parle ici d'une relation stratégique. Ben, vous allez me dire, ben, dans les foyers, dans les familles, partout, ben, personne n'a vraiment une concordance identique de point de vue. Il y a des priorités, il y a des calculs différents à chaque pays qui doit faire. C'est-à-dire que il y a des divergences en ce qui concerne la Syrie, en ce qui concerne le Yémen, mais reste qu'il y a une entente stratégique, il y a comment dirais-je, un sentiment de solidarité. Mais il ne faut pas s'attendre à qu'il y ait que les points de vue soient identiques à 100%. Ça n'arrive jamais. C'est inexistant. Oui, mais l'un des dossiers importants que les deux chefs d'État doivent discuter est l'Union pour la lutte contre le terrorisme. Donc, qu'est-ce qui devrait être discuté exactement ou qu'est-ce qui devrait être adopté dans ce dossier? Maintenant, ça c'est le terrorisme, c'est un fléau qui menace tout le monde. Aucun pays n'est à l'abri de ce fléau. Alors, il faut savoir que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la France, la Belgique, les États-Unis, la Suède, ils ont été tous des cibles d'attaques terroristes. Et ces attaques terroristes, ça devient de plus en plus dangereux, ça prend de plus en plus d'envergure et ça risque vraiment de prendre d'autres dimensions parce qu'on parle d'une menace atomique, d'une menace d'attaque avec les armes chimiques. Il y a Daesh qui a dernièrement, ils ont attaqué l'armée syrienne avec des armes chimiques, ce qui fait que c'est une escalation sans précédent. En plus, en Libye, il y a beaucoup de dépôts d'armes chimiques sur lesquels Daesh a mis la main. C'est-à-dire maintenant, elle dispose d'armes chimiques et ça, c'est un danger qui nécessite beaucoup de coordination entre les deux pays. Et il y avait toujours un point de réticence entre les pays parce que le domaine de renseignement, ça relève de la souveraineté de l'État. Alors, on ne partageait pas les informations parce que il y avait de réticence des gens de la sécurité. Actuellement, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous menacés et il faut prendre de pas il faut avoir plus de cohérence dans la politique de la lutte contre le terrorisme. Et on veut aussi parler du plan de réforme de l'économie saoudienne. On sait que le prince héritier vient de présenter récemment un plan de réforme d'un fonds d'environ 2 milliards de dollars, n'est-ce pas? 2000 milliards de dollars. Oui, exactement. 2000 milliards de dollars. Oui, mais je vous rectifie, ce n'est pas le prince héritier, c'est le vice-prince héritier, le prince Salman. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à dépendre seulement du pétrole et des gaz. Maintenant, ils savent que maintenant, avec la baisse des taux du pétrole, et les réserves vont s'épuiser très prochainement. Alors, il y a eu toujours des fonds, on appelle ça des fonds souverains pour les nouvelles générations. Alors, ça nécessite une réforme, parce qu'il y a la société Aramco, c'est la plus grande société au monde pétrolière, et ils vont privatiser l'économie saoudienne. Ils auront besoin de beaucoup de réformes et c'est annoncé pour commencer en 2018. Alors ça sera un fonds extraordinaire, c'est le plus grand fonds au monde, d'avoir 2 trillions de dollars. Et ils peuvent, mais cela nécessite beaucoup de faire de nouvelles structures dans le système économique saoudien. Ça donne beaucoup d'opportunités d'investissement pour tous les pays. Et je crois que dans la lumière des relations privilégiées, nous, on aura vraiment beaucoup d'intérêt dans ce domaine. Alors, ça, c'est... C'est-à-dire, puisque leur économie ne sera pas basée seulement sur le pétrole,
Donc, ils vont faire plusieurs projets, plusieurs investissements. Ils ont déjà profiter. beaucoup de projets. En Égypte seulement, ils ont 7 milliards de dollars de projets d'investissement. En Europe, en France, aux États-Unis, ils ont des milliards et des milliards d'investissements. Mais ils veulent que ce soit investir dans le pays et avoir d'autres ressources économiques. Et cela nécessite une restructuration, faire une nouvelle structure de l'économie. Et ça, c'est la nouvelle génération d'Arabie Saoudite, une nouvelle génération qui a une nouvelle vision et qui veulent vraiment moderniser leur pays malgré tout. Bon, monsieur l'ambassadeur, on voudrait mieux comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite a décidé de faire chuter à ce point le prix du pétrole. Je ne crois pas que ce soit une décision unilatérale de l'Arabie Saoudite. Ça répond à l'offre et la demande. Il y a eu beaucoup d'offres, il y a eu beaucoup de substituts du pétrole. Aux États-Unis, maintenant, ils utilisent le maïs pour la production de carburant. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les fossiles. Les fossiles, alors ça, mais ça s'est avéré que ce n'était pas bien pour l'environnement. Ça a des aspects néfastes, et je crois qu'il y a eu toujours des hauts et des bas, parce qu'en 2013, un baril de pétrole il coûtait $140. Maintenant, ça coûte à peu près 40, un peu moins de $40. Mais d'après les spéculations, que ça va reprendre. Mais ça, c'est quelque chose vraiment qui dépend de beaucoup de facteurs et personne ne peut vraiment trancher. Bon, pour ces accords qui ont été signés, quand est-ce qu'ils vont commencer à vraiment, concrètement parlant, être mis en place? Maintenant, je vous ai dit au commencement, maintenant le ballon c'est dans le terrain égyptien, ce sont les Égyptiens. Nous, on doit vraiment faire un effort pour avoir une loi et une législation pour l'investissement qui soit compréhensive, qui soit exhaustive et qui soit pratique. C'est-à-dire qu'il faut abolir tous les obstacles administratifs. Nous, on a beaucoup de routines, on a beaucoup de bureaucratie qu'il faut éliminer si vraiment on veut décoller. Alors, ceci dit que je crois que dans l'arrière-pensée de tous ces contrats, prochainement il y aura la paix en Syrie, prochainement il y aura la paix au Yémen, et il y aura des projets avec des milliards et des milliards de dollars pour la reconstruction. Et ça, c'est une mine d'or pour toutes les firmes égyptiennes, c'est-à-dire que ce soit pour les réseaux électriques, pour l'infrastructure, pour l'habitat, pour tout. Alors ils ont besoin de tout. Les deux pays ont été complètement démolis, ils ont besoin de beaucoup. Et je crois que ce partenariat égypto-saoudien, c'est pour accompagner le développement et la reconstruction des deux pays, qui sera prochainement. Moi, je ne crois pas que ça va durer plus que ça. On l'espère en tout cas, surtout pour la Syrie. Non, mais les gens, ils sont au bout, en tout cas, ils ne peuvent plus. C'est-à-dire, les gens, ils sont au bout du rouleau. Alors, monsieur l'ambassadeur Mohamed Nokali, ancien ambassadeur de l'Égypte en Libye et au Togo, on vous remercie d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Et en fait, malheureusement, on doit terminer notre émission. Merci beaucoup, Naline. Je te remercie et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.